À votre avis, alors, est-ce que cette, zone de libre-échange continentale, qui doit entrer en vigueur au moins sur le papier, le 30 mai, est-ce que c'est une fausse bonne idée? D'abord, c'est une bonne idée. Chaque fois que vous voulez réduire les coûts de transaction pour que les échanges puissent s'améliorer entre des habitants d'un espace qui n'ont pas nécessairement besoin d'être sur le même espace géographique d'ailleurs, c'est une bonne chose. Donc je ne peux pas, moi, me positionner contre une zone de libre-échange. Ça, c'est très important. Maintenant, le problème est que pour mettre en place une zone de libre-échange, il y a un certain nombre de préalables. Tout le monde estime que ça va booster, développer ce commerce intra-africain. Sauf qu'aujourd'hui, nous sommes autour de 10-12% suivant les statistiques officielles et ils ambitionnent autour de 15-25% d'ici une dizaine d'années. La réalité est que l'Union européenne, par exemple, est à 60. Les États-Unis sont à 40. Alors on revient à l'origine de tout le problème. Est-ce que les Africains consomment africains? Et quand je dis cela, est-ce qu'ils consomment des produits africains transformés, c'est-à-dire ils ont passé par un stade de l'industrialisation avec des services après-vente qui sont efficaces pour le consommateur? La réponse est non. À partir du moment où ils n'ont pas réglé ce problème-là, tout ce qui va se mettre autour, vous avez ce qu'ils appellent les structures régionales, les entités régionales, il y en a 14. Et dans ces 14, il n'y en a aucune qui fonctionne vraiment bien. Certaines un peu mieux que l'autre, l'Afrique de l'Ouest mieux que l'Afrique australe, d'accord. Mais en réalité, nous sommes autour de ces 10, 12, 13, 14%. Et Et quand ça monte, ça dépasse pas 15. et au sein même de ces rassemblements, régionaux qui existent déjà, il y a des rivalités encore entre les États. Donc aussi, Non, il peut y avoir des voilà, gagnants, des perdants, en cas d'ouverture des frontières pour la circulation des marchandises. absolument. Alors commençons par dire qu'il y en a qui ne veulent pas de cela. Les agriculteurs nigériens n'en veulent absolument pas. Deux exemples, c'est que si vous arrivez avec des produits moins chers de l'extérieur, eux ils ne produisent plus, donc du chômage. Les industriels du Nigeria n'en veulent absolument pas. Ils sont en train de fabriquer leur premier véhicule 4x4, ils veulent surtout pas se voir envahis par des véhicules venant de l'extérieur, plus performants souvent, et en termes de prix moins cher. Donc il va falloir à un moment donné qu'ils en donnent un espace pour que cette industrialisation se mette en place. L'Afrique du Sud, j'ai pris le Nigeria, mais l'Afrique du Sud. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça va favoriser la plupart des pays qui importent, et soit des fois à 80% de l'extérieur, et qui pensent ainsi pouvoir, en fait, gagner sur les marges. Oui, ils vont gagner un temps plutôt court, parce que très rapidement, ils vont se retrouver à ce qu'il y aura toujours quelqu'un d'autre dans les asymétries de marché qui va être moins cher, qui va donc fournir. Un autre problème en interne que vous avez soulevé indirectement, moi, je suis par exemple au Bénin, et à côté, il y a le Nigeria. Mais quel intérêt j'ai, moi, d'aller m'installer au Nigeria? Je préfère m'installer au Bénin où les facilités sont peut-être plus faciles, la main-d'œuvre moins chère, et je réexporte tout vers le Nigeria. Et en plus, j'achète des équipements, disons-le clairement, chinois, parce que c'est les moins chers sur le marché. Et donc, vous avez ce qu'on appelle les règles d'origine. Si jamais ces produits rentrent sur le marché nigérian, du coup, c'est comme si la Chine réexportait sur le marché nigérian en passant par le Bénin. Tout ceci grâce à une zone de libre-échange, qu'elle soit régionale ou continentale. Dans tous les cas de figure, la Chine rentre sur le marché, en fait, sans payer pratiquement de taxes. Est-ce que c'est ça que veut l'Afrique, et surtout les consommateurs africains, voire les populations africaines? La réponse est non. Donc nous avons affaire à une zone de libre-échange des États, des gens qui dirigent l'État. Et là-dedans, vous l'avez bien dit, il y a des pays comme le Rwanda qui vont en profiter parce qu'ils sont tout petits, ils sont enclavés et ils ont besoin que ce soit ouvert de tous les côtés. On peut les comprendre. De là à dire que tout le monde va signer, je ne suis pas si sûr. Et allons un peu dans le détail. Qui c'est qui a signé? Il y a des gens qui ont signé à la dernière minute, on ne va pas citer de nom de pays, mais vous comprenez bien qu'on a dû allonger un tout petit peu la monnaie pour que ces pays viennent signer. Donc les gens signent sans absolument y croire, et donc ça m'amène à la notion de volonté d'intégration régionale effective. Et on le voit toujours dans deux choses. Soit les coûts de transaction diminuent, dans tous les sens du terme, sans aller trop dans le détail, on pourra en parler si vous voulez. Et il y a un deuxième problème beaucoup plus grave qui est derrière. Si ça diminue, il faut absolument faire en sorte que les populations locales qui sont vers l'entrepreneuriat, vers l'industrie, puissent être, entre guillemets, soutenues, au moins partiellement et pendant un certain temps, ce qui n'est absolument pas le cas. Et il y a des gens qui sont en train d'aller vers cette zone de libre-échange, qui ont signé, ratifié, et qui demain matin vont annuler leur signature. Ça, c'est vu dans les zones qu'on appelle les communautés économiques régionales. Donc, il y a un problème de cohérence
de régularité dans les positions de ces chefs d'État. Et enfin, bien sûr, est-ce qu'ils ont écouté ou même demandé la position des populations? Non. Et on le voit dans le cas de Nigeria. Dès que des syndicats, des associations de consommateurs, d'agriculteurs ou voire des industriels se réunissent et qu'ils ont un minimum de marge de manœuvre dans leurs décisions, les réponses sont toujours plutôt négatives. D'ailleurs, ce n'est pas seulement la zone de libre-échange africaine, continentale. Les accords de partenariat économique de l'Union européenne ont eu le même problème. Là-bas, c'est pire, puisqu'il s'agit d'aller vers l'extérieur, et donc ça favorise tout ce qui ne transforme pas. La Côte d'Ivoire, par exemple, avec le café, cacao, qui est transformé à peine à 1 ou 2% dans le pays, donc ils n'ont aucun intérêt dans cette histoire. S'ils peuvent aller à l'extérieur, avoir de l'argent tout de suite grâce à une matière première non transformée, je rappelle ma règle de base, est-ce que les Ivoiriens consomment l'essentiel de leur café, cacao? La réponse est non. Et donc, on peut le démultiplier sur les VA, sur d'autres produits. Et à ce moment-là, c'est des pays à terme qui risquent d'avoir un gros problème dans le système de globalisation parce qu'ils n'ont pas transformé. Il y a un autre, problème aussi, qui va de pair avec, cette zone de libre-échange qui dit, commerce, mais bien qu'il y ait un accord, pour, mettre en place, cette zone, il y aura des conflits. Or, il y a aucune structure qui n'est prévue pour, s'en occuper de ça. Pour qu'il y ait d'abord ce que vous dites, il faut d'abord qu'il y ait des contrôles. C'est-à-dire que quand une marchandise rentre ou sort de ce pays, et si on a respecté la définition, c'est-à-dire on a abaissé les droits de douane, voire les amener à zéro, ce qu'on appelle le désarmement douanier, il faudrait aussi simplifier les procédures, je l'ai déjà dit, à l'intérieur comme aux frontières extérieures. Ce qui nous amène à aller certainement vers des tarifs extérieurs en termes douaniers, ce qui n'est pas du tout le cas actuellement. Donc, il y a d'autres choses, il faut rajouter les obstacles non tarifaires. Maintenant, tous ces éléments que je dis ont un problème de fond, il faut payer. Et pour payer, qu'est-ce que vous faites? Il faut des paiements le plus rapides possible. Donc, est-ce que l'Afrique est prête pour des paiements électroniques? Absolument pas. Donc, vous voyez encore d'autres problèmes. Alors, tout ceci que je viens de dire, rajouter la performance logistique et la perte des recettes des États, amène à quelque chose. Qui va contrôler? Qui contrôle qui? Et donc, quel est l'organe de règlement des différends? Vous avez entièrement raison, il n'existe pas. On l'a élaboré en théorie, on le pense, mais il y a quelque chose dont les chefs d'État africains ont horreur, parce qu'il faut bien dire le mot qui est vraiment nécessaire à rajouter aujourd'hui, si ça peut les faire prendre conscience, c'est d'être contrôlés. Contrôlés sur leur propre bilan, contrôler sur les décisions qu'ils viennent de prendre, la zone de libre-échange, faire des études préalables pour savoir s'il y a un avantage ou un inconvénient d'aller vers cette zone, si oui, à quelle vitesse, parce que c'est pas un problème d'aller vers une zone de libre-échange, c'est la vitesse à laquelle on doit y aller, et cette vitesse doit être en fait adaptée de tel pays ou tel pays. Et puis un problème de fond. Quand je parle de zones, d'organes de règlement des différends, il y a des États qui pourront accepter le principe, même le signer, mais ne vont jamais exécuter les décisions. On le voit dans les cours de justice et autres africaines. Les décisions sont là, les juges font leur travail, mais malheureusement, un État dit qu'il est souverain, et par définition, qui c'est qui va venir le contrôler? Personne. D'autant plus que l'accord au sein de l'Union africaine, c'est justement ce que j'appelle, moi, l'inter-indépendance. Chacun fait ce qu'il veut chez lui, dès lors qu'on ne se gêne pas mutuellement. Ce qui veut dire qu'au fond, écoutez, il n'y a pas tout simplement d'union, et encore moins de zones d'échange. Alors, je ne vais pas parler des personnes, on a parlé des biens, éventuellement des services un peu, mais il y a aussi les personnes. Les visas en Afrique, mais c'est une catastrophe. Je ne veux pas citer des pays, mais vous les connaissez pour la plupart. Les visas officiellement, oui, les chefs d'État ont fait leur visa diplomatique entre eux. Oui, eux, ils peuvent circuler, mais ça s'arrête là. Et ils sont combien des chefs d'État d'ailleurs à pouvoir circuler comme ça? Ce n'est pas évident. Certains sont rattrapés par la Cour pénale internationale, et d'autres pour d'autres affaires, d'autres des conflits internes entre eux. Donc tout ceci pour dire qu'ils ont vraiment horreur, mais horreur du contrôle. Et du coup, un organe qui pourrait faire les règlements des différends africains, voire régionaux, il va falloir se lever tôt. Et enfin, il faut le financer. Il faut le financer. Ils ont prévu une taxe autour de 0,2%. Vous savez Sur qu'aujourd'hui, les c'est même pas mis en importations. place. Absolument, ce n'est même pas mis en place. Et quand on dit importation, il faudrait savoir de quelle importation il s'agit. Si moi je suis un industriel et que je veux fabriquer la transformation de l'ananas ou de la pomme de terre ou de n'importe quel fruit africain en jus, écoutez, par définition, je vais importer des équipements. Donc, j'ai un problème que je vous ai dit tout à l'heure, les règles d'origine. Si mes équipements viennent d'un pays comme la Chine et que finalement c'est la Chine qui va en profiter, vous êtes sûr que vous ne rentrez pas dans le commerce américain avec l'AGOA. Ils vont vous dire, avec les règles d'origine, c'est des équipements chinois, en fait vous travaillez pour les Chinois. Même si la nationalité de l'entreprise est bien africaine. Premier problème. Donc, il y a certains marchés qui vous sont fermés. Je pense que l'Europe, c'est pareil. Maintenant, il y a l'autre problème qui est derrière. Une fois que vous êtes
entre guillemets, capables de fabriquer, que des décisions vous tombent dessus pour telle ou telle raison, parce qu'il y a les règles environnementales, sociales, qui vont se mettre en place. Hein. Il y a le dumping social aussi, c'est-à-dire qu'on va baisser les prix, les salariés ne sont pas toujours d'accord, et beaucoup sont en train de se lever et de ne pas être d'accord du tout sur cette possibilité-là. Donc du coup, vous voyez, il y a beaucoup de conflits qui sont mis en place. Donc pour résumer, je pense qu'ils ont mis la charrue avant les bœufs, comme souvent d'ailleurs en Afrique, et malheureusement, ceux qui ont décidé, essentiellement le Rwandais qui était en charge de l'Union africaine, ben, c'est pas lui qui va être responsable dans 5 ans, 7 ans de faire le bilan de ce qui est en train de se faire. Et quand je dis ça, faites attention à un autre problème. Ces pays enclavés comme le Rwanda, si demain matin les conflits se deviennent un peu plus complexes et que le Congo prend son indépendance et ferme ses frontières, vous voyez bien que c'est une catastrophe carrément pour les pays enclavés. Donc il faut un autre arrangement d'abord bilatéral qui permet de circuler et faire en sorte que quand vous regardez les statistiques par exemple du Rwanda, vous ne retrouvez pas l'essentiel des matières premières congolaises qui sont sur les statistiques rwandaises, alors que le Rwanda ne produit pas ces produits-là. Donc manifestement, il y a bien quelque chose de poreux au niveau des frontières. Et ça, c'est pas la zone de libre-échange qui va l'améliorer. Ça, c'est le secteur formel qui a toujours fonctionné à l'avantage de, entre guillemets, celui qui est plus fort militairement dans la zone. Donc vous voyez que nous touchons des problèmes vraiment de profondeur, et c'est vraiment dommage que les chefs d'État africains ne le prennent pas, je pense, au sérieux, avec la volonté d'abord de nettoyer. Il faut beaucoup de transparence dans les échanges, de nettoyer les éléments qui permettent la transparence des échanges. Et si vous avez encore quelques minutes, je vais vous donner un exemple quand même qui est arrivé justement au Rwanda. C'est que dès lors qu'il a signé, il s'est fait envahir par justement dans le textile un certain nombre de produits d'occasion, des habits d'occasion par container. Et il a été obligé lui-même de prendre la décision de les interdire, alors qu'il vient de signer l'accord de libre-échange. Donc vous voyez que l'État reste souverain. Quand il se sent menacé, ben, il revient sur l'interventionnisme direct, qui lui a d'ailleurs valu des problèmes avec la Goa, où il a été plus ou moins mis de côté, je ne veux pas dire exclu, au moins temporairement. Donc vous voyez bien ces contradictions. Ça suppose que des études n'ont pas été faites proprement, que la liste des produits n'ont pas été établie. Quand vous allez dans l'AGOA, qui est l'accord commercial qui permet d'aller aux États-Unis sans payer de taxes, il y a environ 6 500 produits là-bas. L'essentiel, je ne vous cache pas, c'est les hydrocarbures, hein, c'est le pétrole, le gaz, etc. Et quelques matières premières. Mais il y a quand même 6 000 et quelques produits. Est-ce que l'Afrique a fait le travail sérieux de faire cette liste? Ne serait-ce qu'une liste d'une centaine, ça permettrait déjà de favoriser un certain nombre de choses. Et puis, il y a ce que j'appelle les erreurs stratégiques. Vous savez qu'il y a des millionnaires africains très développés, je ne vais pas citer encore les pays, mais pour ne pas dire c'est le Nigeria, qui sont en train de se lancer à fond dans, par exemple, le ciment, dans tous les pays africains. C'est une bonne chose, sauf que quand vous regardez en analyse technique, le matériau de base le plus simple et gratuit, c'est la terre rouge, donc les briques. Et l'Afrique a tout intérêt à aller vers les briques. Ça lui revient 4, 5, 8 fois moins cher de construire une maison avec 3 ou 4 chambres, avec sa brique qui est là gratuitement puisque c'est là, facile à faire, facilement délocalisable, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin des très gros ingénieurs pour pouvoir fabriquer cela, il suffit de subir des règles minimales, alors que le ciment ne le permet pas, et vous aurez besoin de grosses usines. Et vous voyez que de ce côté, des erreurs stratégiques aujourd'hui coûtent des devises, coûtent de l'argent à un État, et donc de l'endettement. Est-ce que ces analyses ont été faites? La question reste ouverte. Eh bien, Yves Ekwe Amaezo, merci beaucoup.